Quand on parle d'or et d'effondrement économique, l'imaginaire collectif convoque immédiatement des scénarios apocalyptiques. Des hordes de survivants troquant des pièces d'or contre des boîtes de conserve dans les ruines fumantes de la civilisation. Un fermier acceptant un Napoléon en échange d'un poulet. Des réfugiés cousant des louis d'or dans la doublure de leur manteau pour fuir un régime totalitaire. Ces images, nourries par Hollywood et la littérature post-apocalyptique, donnent une vision complètement fausse du véritable rôle de l'or lors des effondrements économiques. L'histoire nous enseigne une leçon radicalement différente, beaucoup plus nuancée et infiniment plus utile pour quiconque cherche réellement à protéger son patrimoine. Le mythe du troc à l'or repose sur une incompréhension fondamentale de ce qui se passe lors d'un effondrement économique réel. Prenons l'exemple de l'hyperinflation allemande de Weimar dans les années 1920. Contrairement à la croyance populaire, les Allemands n'échangeaient pas directement des pièces d'or contre du pain. La réalité était beaucoup plus complexe et révélatrice. L'or servait principalement de pont vers les monnaies étrangères stables. Un commerçant berlinois qui acceptait de l'or en paiement ne le conservait pas pour thésauriser. Il le revendait immédiatement à un changeur ou à une banque en échange de dollars américains, de francs suisses ou de livres sterling. Ces devises étrangères lui permettaient ensuite d'acheter des marchandises à l'étranger ou de payer ses fournisseurs qui exigeaient une monnaie stable. L'or n'était donc pas une monnaie d'échange directe, mais un actif liquide internationalement reconnu qui permettait de sortir du système monétaire en effondrement pour accéder à des systèmes monétaires fonctionnels. Cette distinction est cruciale. Elle signifie que l'or ne fonctionne comme protection patrimoniale que dans un contexte où il existe encore des marchés, des institutions financières partiellement opérationnelles et des zones géographiques où le système monétaire reste stable. Dans un véritable effondrement total de la civilisation, l'or perdrait l'essentiel de sa valeur pratique. Personne n'accepterait un lingot d'or contre de la nourriture si cette personne ne peut elle-même échanger cet or contre autre chose. La valeur de l'or est conventionnelle, elle repose sur un consensus social millénaire, mais ce consensus nécessite un minimum de structure sociale pour fonctionner. Examinons maintenant des cas historiques concrets pour comprendre le véritable rôle de l'or. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Juifs européens qui ont réussi à fuir les nazis utilisaient effectivement l'or, mais pas pour acheter directement de la nourriture ou un abri. Ils l'utilisaient pour payer des passeurs, corrompre des fonctionnaires ou acheter de faux papiers. Ces transactions se faisaient avec des professionnels du marché noir qui avaient eux-mêmes les connexions nécessaires pour convertir l'or en monnaies utilisables. Les réfugiés qui arrivaient en Suisse, aux États-Unis ou en Palestine pouvaient ensuite vendre leur or auprès de bijoutiers ou de banques contre de la monnaie locale, ce qui leur permettait de reconstruire leur vie. L'or était donc un actif de fuite, un moyen de transférer de la richesse à travers des frontières et des systèmes monétaires, pas un moyen d'échange quotidien. Lors de l'effondrement de l'Union soviétique au début des années 1990, l'or a joué un rôle similaire. Les citoyens soviétiques qui possédèrent de l'or, généralement sous forme de bijoux ou de pièces héritées, ne les échangeaient pas directement contre de la nourriture au marché local. Ils les vendaient à des nouveaux entrepreneurs capitalistes ou à des mafieux qui avaient accès aux dollars américains. Ces dollars permettaient ensuite d'acheter des produits importés qui devenaient disponibles dans les nouveaux magasins privés. Encore une fois, l'or servait de pont, pas de monnaie. En Argentine, lors de l'effondrement économique de 2001 à 2002, quand les banques ont gelé les dépôts et que le peso s'est effondré, ceux qui possédaient de l'or l'ont principalement utilisé de deux manières. Soit ils l'ont vendu à des bijoutiers ou des changeurs contre des dollars qui circulaient déjà largement dans l'économie parallèle argentine, soit ils l'ont conservé en attendant que la situation se stabilise pour le vendre à un meilleur prix une fois la nouvelle monnaie établie. Dans les deux cas, l'or ne servait pas à acheter directement des biens de consommation. Le véritable rôle de l'or lors des effondrements économiques s'articule donc autour de trois fonctions principales. Premièrement, la fonction de préservation temporelle de la richesse. Quand une monnaie nationale s'effondre, les dépôts bancaires, les obligations d'État et tous les actifs libellés dans cette monnaie perdent leur valeur. L'or, parce qu'il est reconnu internationalement et qu'il n'est pas lié à une monnaie spécifique, conserve sa valeur relative.
Cette préservation n'est pas parfaite. Le prix de l'or peut fluctuer considérablement, mais elle est infiniment supérieure à celle d'une monnaie en hyperinflation. Un Allemand qui avait converti ses marques en or en 1920 a pu préserver son pouvoir d'achat jusqu'à la réforme monétaire de 1923 et au-delà. Deuxièmement, la fonction de portabilité internationale. L'or est l'un des rares actifs qui peut traverser les frontières sans perdre sa valeur. Des terres agricoles, un appartement ou même une entreprise sont des actifs localisés géographiquement. Si vous devez fuir votre pays, vous ne pouvez pas emporter votre maison avec vous. L'or, surtout sous forme de pièces ou de petits lingots, peut être transporté discrètement et converti en monnaie locale dans presque tous les pays du monde. Cette portabilité était critique pour les réfugiés du XXe siècle et reste pertinente aujourd'hui. Troisièmement, la fonction de signal de solvabilité. Dans une économie en effondrement où la confiance dans les institutions financières s'est évaporée, posséder de l'or physique peut servir de garantie pour obtenir du crédit ou des services. Un marchand peut accepter de vous vendre des marchandises à crédit si vous pouvez montrer que vous possédez de l'or comme garantie, même si vous ne payez pas directement en or. Cette fonction de collatéral est sous-estimée, mais historiquement importante. Maintenant, regardons ce que l'or ne fait pas lors d'un effondrement. L'or ne vous nourrit pas. Il ne vous soigne pas. Il ne vous protège pas physiquement. Il ne vous chauffe pas. Dans les premiers jours ou semaines d'un effondrement soudain, les biens de première nécessité ont infiniment plus de valeur que l'or. Pendant le siège de Sarajevo dans les années 1990, une bouteille d'eau propre ou une boîte de conserve valait bien plus qu'une bague en or, car on ne peut pas boire l'or. Et les circuits commerciaux permettant de le convertir en nourriture étaient coupés. L'or ne fonctionne que dans une phase intermédiaire d'effondrement, quand les structures sociales sont dégradées, mais pas complètement détruites, quand les marchés noirs émergent, quand certaines zones restent stables pendant que d'autres s'effondrent. C'est dans cette zone grise que l'or révèle sa vraie utilité. Il permet de naviguer entre un système qui meurt et un système qui naît, de préserver sa richesse pendant la transition et de se repositionner dans le nouvel ordre qui émerge. Une autre dimension souvent ignorée est que l'or physique présente des risques pratiques considérables lors des effondrements. Il doit être protégé contre le vol, ce qui devient extrêmement difficile quand l'ordre public se désintègre. Il peut être confisqué par les autorités, comme cela s'est produit dans de nombreux pays au XXe siècle. Il peut être perdu lors de fuites précipitées. Et surtout, vendre de l'or au bon moment nécessite de trouver un acheteur fiable qui ne vous escroquera pas ou ne vous dénoncera pas. Ces considérations pratiques font que l'or n'est jamais une solution miracle. Regardons également le format de l'or qui compte énormément. Les gros lingots d'1 kilogramme sont pratiquement inutiles pour les transactions courantes, car ils ne peuvent pas être facilement divisés. Les pièces d'or d'une once ou les petits lingots de 10 grammes sont beaucoup plus pratiques parce qu'ils offrent de la flexibilité. Historiquement, les pièces d'or reconnues internationalement, les souverains britanniques, les Napoléons français, les Krugerrands, sud-africains, ont mieux fonctionné que l'or sous forme de bijoux ou de lingots non standardisés parce que leur poids et leur pureté sont garantis et reconnus. La liquidité de l'or varie également énormément selon les contextes. Dans une grande ville avec une tradition commerciale forte, il sera toujours possible de trouver des acheteurs d'or, même en période de crise. Dans une zone rurale isolée, ce sera beaucoup plus difficile. Cette variation géographique de la liquidité signifie que l'utilité de l'or dépend fortement de votre localisation et de votre capacité à accéder à des marchés urbains. Enfin, il faut comprendre que l'or est un actif défensif, pas offensif. Il préserve la richesse existante, mais ne la multiplie pas. Si vous avez 10 000 € en or au début d'un effondrement et que vous le conservez jusqu'à la fin, vous aurez toujours approximativement 10 000 € de pouvoir d'achat réel une fois la stabilité revenue. Mais vous n'aurez pas profité des opportunités créées par la crise. Ceux qui s'enrichissent réellement lors des effondrements sont ceux qui achètent des actifs productifs bradés, des terres, des entreprises, des immeubles, à des prix dérisoires pendant la panique, puis les conservent jusqu'à la reprise. L'or peut vous permettre de survivre financièrement à la crise pour ensuite saisir ces opportunités, mais il n'est pas l'opportunité en lui-même. Le véritable rôle de l'or lors d'un effondrement économique n'est donc pas celui d'une monnaie de troc post-apocalyptique,
mais celui d'un outil sophistiqué de préservation et de transfert de richesses à travers des systèmes monétaires défaillants, fonctionnels uniquement dans un contexte où subsistent des marchés des frontières traversables et des zones de stabilité relative où convertir cet or en richesse utilisable.